Lorsque mon téléphone portable a sonné, ma main s'est figée au-dessus de la chaleur de ma tasse de café. Le nom de mon fils Thomas clignotait sur l'écran. Mon cœur s'est accéléré, comme toujours. J'avais 68 ans, mais l'appel de mon fils pouvait encore me donner cette sensation d'être une jeune mère de 25 ans. « Allô mon chéri », ai-je dit en décrochant immédiatement. Dans ma voix, il y avait tout cet amour, toute la chaleur de 42 ans d'expérience maternelle. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu sa voix. « Maman, il faut qu'on parle d'urgence. » La voix de Thomas était étrange, pas exactement froide, mais cette douceur que je connaissais n'était pas là. C'était comme s'il était un homme d'affaires étranger entrant dans une réunion. « Bien sûr, mon fils. Que se passe-t-il ? Tout va bien ? Céline et les enfants vont bien ?» Mon rythme cardiaque s'accélérait de plus en plus en parlant. « Oui, maman, ils vont bien, mais... Écoute, je ne sais pas comment dire ça. J'aurais voulu le faire en face à face, mais nous n'avons pas le temps. » Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Nous n'avons pas le temps. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'avait pas le temps de venir me voir. Ces 6 derniers mois, je ne les avais vus que 2 fois. 2 fois seulement. Et c'était pendant Noël et Pâques, par obligation. Combien d'entre vous ont des enfants comme ça ? Ou voudriez-vous être un tel enfant ? J'attends vos commentaires. Dis-moi mon fils, je t'écoute. Maman et Céline et moi avons longuement discuté. Tu sais, notre situation financière n'est pas très bonne. Les dépenses des 2 enfants, le crédit immobilier, les voitures, tout est devenu si cher. Je le savais. Bien sûr que je le savais. Parce que l'année dernière, je leur avais donné 7 500 €. Pendant cette période difficile où Thomas avait perdu son travail, j'avais pris sur ma pension de retraite, sur les économies laissées par mon mari Henri, et je leur avais donné. « C'est juste un prêt, maman », avait-il dit. « On te rembourse dans 3 mois. » 18 mois s'étaient écoulés. Je n'avais pas revu un seul centime. Mais était-ce important ? C'était mon fils après tout. Je n'ai jamais rien demandé, même si je traversais moi-même des moments difficiles, car c'était ma propre chair et mon sang. Oui, mon fils, je sais. Vous traversez des moments difficiles. Tu as encore besoin d'argent ? Combien te faut-il ? Il y a eu un silence. Ce genre de silence rempli de déglutition, où les mots restent coincés dans la gorge. « Non, maman, cette fois c'est différent. Nous ne demandons pas d'argent. En fait, nous voulions parler de la maison. » La voix de Thomas était très inquiète, comme s'il parlait avec peur. « La maison ? Votre maison ? Il y a un problème ? » ?»« Non, ta maison. Celle-ci, la maison où j'ai grandi. » Mon cœur s'est arrêté un instant. La maison où il a grandi, c'est-à-dire ma maison, celle que Henri et moi avions achetée il y a 40 ans, où chaque recoin contenait un souvenir, où Thomas avait fait ses premiers pas, dit ses premiers mots. « Qu'est-ce qui se passe avec ma maison, Thomas ? Maman, Céline et moi, nous avons réfléchi et... Écoute, tu ne peux plus gérer cette maison toute seule maintenant. Elle est trop grande. Il y a un jardin, des escaliers. C'est dangereux pour une personne âgée. » Une personne âgée. Il avait dit ça. Personne âgée. Moi qui me levais à 6h30 pour faire du yoga, qui travaillais 3 fois par semaine dans mon jardin, qui nettoyais toute ma maison sans faire appel à une femme de ménage, qui distribuait des quiches à mes voisins, qui faisait du bénévolat à la bibliothèque. Âgée. Je gère très bien ma maison, Thomas. Maman, s'il te plaît, ne sois pas têtue maintenant. Écoute, je dis ça pour ton bien. Céline a fait des recherches. Il y a une très belle maison de retraite au nord de la ville. Elle a un jardin, des activités sociales, des gens de ton âge. Tu serais très heureuse là-bas. Maison de retraite. Ma langue s'est collée à mon palais, je ne pouvais plus parler. J'étais juste assise là, le téléphone à l'oreille, mon café refroidissant. Vous voulez m'envoyer en maison de retraite ? Ne le dis pas comme si nous t'envoyions, maman. Nous parlons juste de te faire déménager dans un endroit plus confortable. Tu recevras des soins professionnels, tu ne seras pas seule. Je ne suis déjà pas seule. Ma voix s'est élevée pour la première fois. J'ai mes amis, mes voisins, ma vie ici. Maman, s'il te plaît, ne crie pas. Nous n'avons pas pris cette décision facilement. Mais écoute, soyons réalistes, la maison a beaucoup de valeur. Elle se vendrait au moins 420 000 € sur le marché actuel. Nous avons emprunté cet argent au père de Céline, pendant la période où j'ai perdu mon travail, tu te souviens ? Maintenant, nous devons rembourser cette dette, sinon nous perdrons notre maison. Mon fils pensait à sa propre maison, me mettait sans logis, effaçant mes souvenirs, ma vie, me condamnant à mort. Dites-moi, pensait-il à moi ? Ou était-ce pour l'argent ? Tu es venu me demander de l'argent en prêt, Thomas. Et je te l'ai donné, 7 500 €.
Je n'ai pas revu un seul centime. Maman, c'était différent. De toute façon, si tu y penses, cet argent couvrira ta première année en maison de retraite. Donc en fait, nous investissons en toi. Investir en moi? Ils vendaient ma propre maison, me mettaient dans une institution, sauvaient leur argent. Et ils me présentaient ça comme un investissement. Mon fils était-il si intelligent ou était-ce Céline qui lui avait donné cette idée? Thomas, je ne vendrai pas cette maison. Maman! J'ai acheté cette maison avec Henri. Chaque brique contient nos larmes, notre sueur. Tu as grandi ici, tu as fait du vélo pour la première fois dans ce jardin. Quand ta mère est morte, nous avons tenu la main d'Henri et fait notre deuil ensemble dans cette maison pendant des années. Tu ne comprends pas ça? Maman, ne sois pas émotionnelle, s'il te plaît. Écoute, Henri est mort il y a 5 ans. Que Dieu ait son âme, mais il n'est plus là. Toi, tu es là. Et ta sécurité est la chose la plus importante. Ma sécurité est ici, dans ma propre maison. Thomas, Céline a parlé avec son avocat. Si nous obtenons une procuration en ton nom, ce processus sera beaucoup plus facile. Une procuration? Je ne pouvais plus respirer maintenant. Ma poitrine était comprimée. Il disait tout ça au téléphone, tout ensemble, seul dans la maison. Que se passerait-il s'il m'arrivait quelque chose? N'y pensait-il pas, ou était-ce ce qu'il voulait? Oui, comme ça, tu ne te fatigueras pas avec la paperasse. Nous nous occuperons de tout. Thomas, cette conversation est terminée. Et j'ai raccroché. Pour la première fois de ma vie, pour la toute première fois, j'ai raccroché avant que mon fils ne finisse sa phrase. Je ne pouvais plus. Mon cœur allait s'arrêter. Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. C'était Thomas. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, un message est arrivé. « Maman, s'il te plaît, sois raisonnable. Demain nous venons avec Céline. Asseyons-nous et parlons correctement. » Être raisonnable. Me disait-il que vouloir rester dans ma propre maison n'était pas raisonnable? Mes mains tremblaient, mon café était complètement froid. J'ai regardé notre photo de famille sur la table basse. Thomas avait 6 ans sur cette photo. Mes bras étaient sur ses épaules. Henri et moi sourions tous les deux. Comme nous étions heureux. Comme nous étions naïfs. Comment mon fils, que j'aimais plus que ma vie, pouvait-il parler aussi cruellement et sans pitié de cette façon? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai cherché mon âme dans chaque pièce de la maison. Dans la cuisine, j'ai touché le plan de travail où je préparais le petit déjeuner préféré d'Henri. Dans le salon, j'ai regardé le coin où Thomas construisait ses Legos. À ce moment-là, j'avais oublié quelque chose. C'est venu soudainement à mon esprit. Henri m'avait dit quelque chose avant de mourir. Dans notre chambre, j'ai pleuré en regardant la veste d'Henri qui était toujours accrochée dans son placard. Ce n'était pas juste une maison, c'était ma vie, et j'allais faire tout ce qui était nécessaire pour défendre cette vie. Le lendemain, à exactement 10 heures, quelqu'un a sonné à ma porte. J'étais prête. Cette nuit d'insomnie, j'avais beaucoup réfléchi. Et j'avais pris une décision. Quand j'ai ouvert la porte, Thomas et Céline étaient côte à côte. Sur le visage de mon fils, y avait-il de la culpabilité ou juste de l'inconfort? Je ne pouvais pas dire. Céline, quant à elle, avec son maquillage parfait, ses vêtements chics, se tenait là comme un général prêt pour la bataille. Elle tenait un dossier épais et marron. « Bonjour maman », dit Thomas, se penchant légèrement en avant. Je pensais qu'il allait me prendre dans ses bras, et il ne l'a pas fait. Il m'a juste embrassé sur la joue, parce qu'il se sentait obligé. « Bonjour Madeleine », dit Céline. Elle ne m'appelait jamais maman. Depuis le premier jour, c'était Madeleine. Au début, je pensais que c'était par respect. Plus tard, j'ai compris qu'elle ne me considérait pas comme faisant partie de la famille. Elle traçait une ligne de démarcation entre nous. « Entrez », ai-je dit d'un ton froid. J'ai fait du café. Nous sommes passés au salon. Thomas s'est assis dans le fauteuil d'Henri. Je ne sais pas s'il l'a remarqué ou non, mais mon cœur s'est serré à chaque fois. Ce fauteuil appartenait à Henri. Ce fauteuil marron était toujours dans ce coin de la maison. Sa place ne changeait jamais. Il n'appartenait qu'à lui. Je pense qu'il savait qu'il s'asseyait dans le fauteuil de son père. Voulait-il dire que ce serait lui qui déciderait à la place d'Henri? Qu'en pensez-vous? Céline a posé le dossier sur la table, elle n'a même pas touché son café. Madeleine, je sais que vous avez parlé avec Thomas hier, et je comprends, c'est une décision difficile pour vous. Mais nous faisons vraiment ça pour votre bien. Mon bien? Ai-je répété avec un regard dur. Eh bien, Céline, m'as-tu déjà demandé ce que je voulais? Bien sûr, dit-elle avec un sourire faux. Vous voulez rester, nous comprenons ça. Mais parfois les gens ne peuvent pas prendre la bonne décision pour leur propre bien. En vieillissant... Je n'ai pas vieilli, Céline. J'ai 68 ans, pas 90. Ma santé va bien, mon esprit est clair. Thomas est intervenu.
Maman, personne ne dit que ton esprit n'est pas clair, mais l'entretien de cette maison est très difficile. Le mois dernier, le toit a fui. Tu te souviens? Tu as payé 2800 € pour le faire réparer. Quand l'hiver viendra, le système de chauffage tombera en panne. Le système électrique est vieux. Quelque chose peut arriver à tout moment. Thomas, je gère cette maison depuis 40 ans. Je peux continuer à la gérer. Mais c'est justement ça le problème, maman. La voix de Céline s'est élevée. Vous ne pouvez plus. Vous avez 68 ans. Vous vivez seul. Que se passerait-il s'il vous arrivait quelque chose? Si vous tombiez dans les escaliers? Si vous aviez une crise cardiaque au milieu de la nuit? Et si tout ça m'arrivait dans votre maison de retraite? Vous y avez pensé? Céline a ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait des brochures, des documents, des formulaires. Madeleine, regardez. Nous avons tout préparé. Résidence Les Jardins du Bonheur. C'est un établissement de luxe. Il y a une infirmerie 24 heures sur 24, des médecins, du personnel de soins, des activités sociales, un jardin, une salle de sport. Des gens de votre âge. Vous ne seriez pas seul? Je ne suis pas seule ici non plus. Madeleine, soyons honnêtes. Céline s'est penchée en avant. Vos amis ici, ce sont des connaissances superficielles, des bons jours de voisinage. Là-bas, vous auriez de vraies relations sociales, des activités organisées, une vie structurée. Ma vie est déjà structurée. Non, Madeleine, elle ne l'est pas. Le ton de Céline s'est durci. Vous passez vos journées seule dans cette grande maison. Vous parlez toute seule, vous parlez à la photo d'Henri. Ce n'est pas sain. Je suis restée figée. Comment sais-tu que je parle à la photo d'Henri? Un silence. Céline a regardé Thomas. Thomas a regardé par terre. Thomas, comment sait-elle ça? Mon fils a levé les yeux. Dans ses yeux, j'ai vu la honte. Maman, le mois dernier, quand tu as dit que tu sortais faire des courses, nous sommes venus. Nous avions ta clé de secours. Nous voulions juste vérifier que tout allait bien. Vous êtes entrée dans ma maison? Sans ma permission? Maman, nous étions inquiets. Inquiets? Je me suis levée. Ma voix tremblait. Vous êtes entrée dans ma maison en secret. Vous m'avez espionnée. Et maintenant, vous utilisez ça contre moi? Madeleine, calmez-vous. Céline est restée assise, froide comme de la glace. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et ce que nous avons vu nous a confirmé nos craintes. Vous ne pouvez pas vivre seule. Sortez! Madeleine, sortez de ma maison, maintenant! Thomas s'est levé. Maman, s'il te plaît, écoute-nous. Non! J'ai crié. Pour la première fois en 42 ans de maternité, j'ai crié sur mon fils. Vous entrez en secret dans ma maison, vous m'espionnez, vous me jugez, et maintenant vous voulez me voler ma maison? Sortez! Céline a ramassé son dossier, calmement, trop calmement. Très bien, Madeleine. Nous partons, mais sachez ceci. Nous avons consulté un avocat. Nous avons des options légales. Si vous refusez de coopérer, nous pouvons demander une mise sous tutelle. Le tribunal peut décider que vous n'êtes pas capable de gérer vos propres affaires. Mon sang s'est glacé. Une mise sous tutelle? Oui, c'est pour les personnes qui ne peuvent plus prendre des décisions rationnelles pour elles-mêmes. Avec les preuves que nous avons, vivre seul, parler aux morts, refuser l'aide, un juge pourrait facilement décider en notre faveur. Vous me menacez? Non, Madeleine. Céline s'est dirigée vers la porte. Nous vous protégeons, même contre votre propre volonté. Ils sont partis, la porte s'est fermée, et je suis restée là, debout, au milieu de mon salon, tremblante. Une mise sous tutelle. Il voulait me faire déclarer incapable, me retirer mes droits, prendre le contrôle de ma vie, de ma maison, de tout. Je me suis assise. Mes jambes ne me portaient plus. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Sur la table basse, sous une pile de magazines, il y avait une enveloppe, une vieille enveloppe jaunie, avec l'écriture d'Henri. Mon cœur s'est mis à battre. Comment avais-je pu oublier? J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'extérieur, il était écrit « Pour Madeleine, à n'ouvrir qu'en cas d'urgence absolue ». Henri m'avait donné cette lettre 6 mois avant sa mort. « Ne l'ouvre pas maintenant », avait-il dit. « Tu sauras quand le moment sera venu. » Le moment était venu. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite de la main tremblante d'Henri, mais avec des mots clairs et puissants. « Ma chère Madeleine, Si tu lis ceci,
c'est que je ne suis plus là. Et c'est que tu traverses quelque chose de terrible. Je te connais. Tu es forte. Mais parfois, même les plus forts ont besoin d'un plan. Je sais que Thomas est notre fils. Mais je le connais aussi. Il est faible. Il laisse les autres le manipuler. Et s'il a épuisé quelqu'un comme Céline, alors je sais ce qui va se passer. Ils viendront pour la maison. Ils diront que c'est pour ton bien. Ils mentiront. Ne les laisse pas faire, Madeleine. Cette maison, c'est ta vie. C'est notre vie. Voici ce que tu dois faire. Va voir Maître Dubois, l'avocat, rue Saint-Honoré. Je lui ai déjà parlé. Il sait tout. Il t'aidera. Dans notre chambre, dans mon vieux bureau en chêne, dans le tiroir du bas à gauche, sous les vieux papiers, il y a une boîte métallique. À l'intérieur, 20 000 € en espèces. C'est pour toi. Pour les frais d'avocat, pour tout ce dont tu auras besoin. Ne cède jamais. Même si c'est Thomas, même si c'est notre fils. Parfois, il faut savoir dire non à ce qu'on aime. Bats-toi, Madeleine. Gagne et sois libre. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Même de là où je suis maintenant. Henri. Les larmes coulaient sur mes joues. Henri, mon Henri. Même mort, il me protégeait encore. J'ai couru dans notre chambre. Le vieux bureau en chêne était toujours là, exactement comme il l'avait laissé. J'ai ouvert le tiroir du bas à gauche. Sous les vieux papiers, sous les photos jaunies, il y avait la boîte métallique. À l'intérieur, exactement 20 000 €, en billets de 50 et 100 €, soigneusement empilés. Et un autre petit mot. Utilise-les bien, gagne ta liberté. Je me suis assise sur notre lit. Je tenus la lettre d'Henri contre mon cœur, et pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Céline pensait qu'elle était intelligente. Thomas pensait qu'il pouvait me manipuler. Mais ils avaient sous-estimé 2 choses. L'amour d'Henri pour moi et ma volonté de me battre. Le lendemain matin, à 9 h précises, j'étais dans le bureau de Maître Dubois. C'était une femme d'environ 50 ans, cheveux courts, costume strict, regard perçant, le genre de personne qui ne perd pas de temps. « Madame Madeleine, asseyez-vous. Monsieur Henri m'avait prévenu. Il avait prévu cette situation. » Vous saviez ? Henri est venu me voir 8 mois avant sa mort. Il m'a tout expliqué. Ses inquiétudes concernant Thomas. Ses craintes concernant votre belle-fille. Il voulait être sûr que vous seriez protégée. J'ai pleuré, encore une fois. Maître Dubois, ils veulent me mettre sous tutelle. Ils disent que je ne suis pas capable de gérer ma vie. Je sais. Et nous allons les en empêcher. Elle a ouvert un dossier. Un vrai dossier, pas comme celui de Céline. Voici ce que nous allons faire. Maître Dubois a étalé plusieurs documents sur son bureau. Madame Madeleine, une demande de mise sous tutelle n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Ils devront prouver devant un tribunal que vous êtes réellement incapable de gérer votre vie. Et nous allons prouver le contraire. Comment ? D'abord, nous allons vous faire passer des examens médicaux complets. Médecin généraliste, psychiatre, neurologue. Ils confirmeront que vous êtes en parfaite santé mentale et physique. Mais... Et le fait que je parle à la photo d'Henri, ils ont dit que vous parlez à la photo de votre mari défunt ? Maître Dubois a souri légèrement. Madame, des millions de veuves et de veufs font la même chose. C'est un processus de deuil parfaitement normal. Ça ne prouve absolument rien. Un poids énorme s'est soulevé de ma poitrine. Ensuite, continua-t-elle, nous allons documenter votre vie quotidienne. Vos activités, vos responsabilités, votre autonomie. Vous faites du bénévolat à la bibliothèque ? Oui, tous les mercredis. Parfait, vous gérez vos finances ? Oui, je paye toutes mes factures, je gère mon compte en banque. Excellent. Vous entretenez votre maison ? Complètement. Ménage, jardinage, réparation mineure. Magnifique, elle prenait des notes. Ils vont présenter un tableau de vous comme une vieille dame fragile et confuse. Nous allons présenter la réalité. Une femme de 68 ans en pleine possession de ses moyens, autonome, active socialement et parfaitement capable de gérer sa vie. Et s'il gagne quand même ? Maître Dubois m'a regardé droit dans les yeux. Madame Madeleine, je ne perds pas. Surtout pas contre des gens qui essayent de voler la maison d'une veuve sous prétexte de protection. Henri m'a payé d'avance pour ce cas. Il m'a tout expliqué. Et je vous promets, nous allons gagner. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai passé des examens médicaux. Le docteur Rousseau, mon médecin depuis 20 ans, a fait un rapport complet. Madame Madeleine est en excellente santé pour son âge. Tension artérielle normale, pas de problème cardiaque, mobilité excellente. Le psychiatre, docteur Mercier, a fait 3 séances avec moi. À la fin, son rapport était clair. Patiente parfaitement lucide, pas de signe de démence ou de troubles cognitifs.
Légère mélancolie suite au deuil de son mari, ce qui est normal et sain. Le neurologue a fait des tests de mémoire, de réflexion, de coordination. Résultat, capacité cognitive normale pour l'âge. Aucun signe de déclin mental. Mais Thomas et Céline ne lâchaient pas. Ils ont officiellement déposé une demande de mise sous tutelle au tribunal de grande instance. Le document était horrible. Ils y listaient toutes sortes de preuves. La défendeur vit seule dans une grande maison inadaptée. La défendeur refuse l'aide de sa famille. La défendresse montre des signes de comportement irrationnel. Parler aux morts. La défendresse a fait des dépenses imprudentes. 2 800 € pour un toit. La défendresse met sa santé en danger en refusant un environnement sécurisé. En lisant ça, j'ai senti la rage monter en moi. Ils prenaient chaque aspect normal de ma vie et le tordaient pour me faire passer pour folle. C'est normal, m'a dit Maître Dubois. Ils essaient de construire un récit, nous allons le détruire. Elle a préparé notre défense minutieusement, nous avons rassemblé des témoignages. Madame Laurent, ma voisine depuis 30 ans. Madeleine est la personne la plus responsable que je connaisse. Elle aide tout le quartier. Elle est toujours là pour nous. Monsieur Petit, du club de lecture. Madeleine est notre membre la plus active. Elle lit, débat, organise. Son esprit est vif comme celui d'une femme de 40 ans. Sophie, de la bibliothèque. Madeleine gère toute notre section enfants. Elle organise des lectures pour les petits. Les parents l'adorent. C'est une bénévole modèle. Nous avions même obtenu mes relevés bancaires. Maître Dubois les a analysés. Regardez ça. Paiement régulier des factures, aucune dépense étrange, économie stable. Vous gérez mieux vos finances que la plupart des gens de 40 ans. Et les 7 500 € que j'ai donnés à Thomas? Ça, elle a souri. C'est votre argent. Vous aviez le droit de le donner. Mais nous allons mentionner que c'était un prêt qui n'a jamais été remboursé. Ça montre qui est vraiment irresponsable financièrement. Le jour de l'audience est arrivé. J'ai mis ma plus belle robe, celle que j'avais achetée pour le mariage de Thomas. Ironique, n'est-ce pas? Maître Dubois m'a accompagnée. Restez calme, répondez clairement. Montrez-leur qui vous êtes vraiment. Dans la salle d'audience, Thomas et Céline étaient déjà là. Avec leur avocat, Maître Fontaine, un homme d'une 50aine d'années avec un costume coûteux et un sourire faux. Thomas a évité mon regard. Céline m'a fixé froidement. Le juge Morrison est entré. Une femme d'environ 60 ans, cheveux gris, lunettes, expression sévère mais juste. Audience du tribunal de grande instance. Demande de mise sous tutelle pour Madame Madeleine. Maître Fontaine, vous pouvez commencer. L'avocat de Thomas s'est levé. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui non pas par malveillance, mais par amour. Mon client, Monsieur Thomas, s'inquiète profondément pour sa mère. Madame Madeleine a 68 ans. Elle vit seule dans une grande maison. Elle refuse toute aide. Elle montre des signes de comportement préoccupants. Quels signes? Demanda la juge. Elle parle aux morts, votre honneur, spécifiquement à son mari défunt. Elle refuse de reconnaître les dangers de sa situation. Elle fait des dépenses imprudentes. Et plus important, elle refuse catégoriquement d'accepter un environnement plus sûr et adapté à son âge. Vous voulez dire une maison de retraite? Une résidence médicalisée, oui, votre honneur, où elle recevrait des soins professionnels 24 heures sur 24. La juge s'est tournée vers moi. Madame Madeleine, est-il vrai que vous parlez à la photo de votre mari? Je me suis levée. Ma voix était claire. Oui, votre honneur. Mon mari, Henri, est décédé il y a 5 ans. Parfois, je lui parle, je lui raconte ma journée, je partage mes pensées avec lui. Exactement comme des millions de veuves le font. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'amour. Un murmure dans la salle. La juge a hoché la tête. Maître Dubois, votre réponse. Mon avocate s'est levée, puissante et confiante. Votre honneur, cette demande de mise sous tutelle n'est pas motivée par l'amour, elle est motivée par la cupidité. Permettez-moi de présenter les faits. Elle a déposé les documents sur le bureau. Madame Madeleine est propriétaire d'une maison évaluée à 420 000 €. Son fils Thomas et sa belle-fille Céline ont des difficultés financières importantes. Ils ont une dette envers le père de Céline. Ils ont déjà emprunté 7 500 € à Madame Madeleine qu'ils n'ont jamais remboursée. Objection! Maître Fontaine a sauté. Ces informations financières ne sont pas pertinentes. Elles sont parfaitement pertinentes, votre honneur. Elles établissent le motif.
Mon client possède quelque chose de valeur et sa famille veut le contrôler. La juge a froncé le sourcil. Continuez, maître Dubois. Voici les rapports médicaux. Docteur Rousseau, santé physique excellente. Docteur Mercier, santé mentale excellente. Aucun signe de démence. Docteur Bernard, capacité cognitive normale. Voici les témoignages de ses voisins, de ses collègues bénévoles. Tous confirment que Madame Madeleine est autonome, active et parfaitement capable. Et concernant les dépenses imprudentes ? Les 2800 € pour réparer le toit, c'était une dépense nécessaire. Le toit fuyait. N'importe quel propriétaire responsable aurait fait la même chose. Voici ses relevés bancaires. Vous verrez que Madame Madeleine gère ses finances de manière exemplaire. Maître Fontaine s'est levé à nouveau. Votre honneur, le problème n'est pas ce qu'elle fait maintenant, c'est ce qui pourrait arriver. Elle vit seule. Si elle tombe, personne ne sera là. Si elle a un accident, si. Maître Dubois a coupé. Votre honneur, nous ne mettons pas les gens sous tutelle pour ce qui pourrait arriver. Nous le faisons seulement quand ils sont réellement incapables de gérer leur vie. Et toutes les preuves montrent que Madame Madeleine en est parfaitement capable. La juge s'est tournée vers Thomas. Monsieur Thomas, levez-vous. Mon fils s'est levé, visiblement nerveux. Avez-vous visité régulièrement votre mère ces derniers mois ? Silence. Monsieur Thomas, répondez. Nous avons des vies occupées, votre honneur. 2 enfants, le travail. Combien de fois avez-vous rendu visite à mère ces 6 derniers mois ? 2 fois. 2 fois en 6 mois. Et maintenant vous prétendez être inquiet pour sa sécurité quotidienne. Thomas a baissé les yeux. Et cette clé de secours, celle que vous avez utilisée pour entrer dans sa maison sans permission, expliquez-moi ça. Nous voulions juste vérifier qu'elle allait bien. En entrant par effraction ? Ce n'était pas par effraction, c'était... Asseyez-vous, monsieur Thomas. La juge a enlevé ses lunettes et m'a regardé. Madame Madeleine, levez-vous s'il vous plaît. Je me suis levée, mon cœur battant. Voulez-vous rester dans votre maison ? Oui, votre honneur, plus que tout. Pourquoi ? Les larmes ont commencé à couler, mais ma voix était forte. Parce que ce n'est pas juste une maison, votre honneur, c'est ma vie. Chaque pierre, chaque coin, chaque souvenir. Mon mari et moi l'avons construite ensemble. Mon fils y a grandi. C'est là que j'ai pleuré, aimé, ri, vécu. Me prendre cette maison, ce serait me prendre ma vie. Un silence total dans la salle. La juge Morrison a remis ses lunettes, a regardé les documents devant elle, puis a levé les yeux. J'ai écouté les 2 parties. J'ai examiné tous les rapports médicaux, j'ai lu tous les témoignages, et ma décision est claire. Mon cœur s'est arrêté. C'était le moment. Toute ma vie, toute ma liberté, tout dépendait des mots suivants. Le tribunal reconnaît que vieillir n'est pas un crime, vivre seul n'est pas un crime, refuser d'aller en maison de retraite n'est pas un crime, et parler à la photo d'un mari bien aimé n'est certainement pas un signe de démence. J'ai senti les larmes monter. Ce que je vois ici, continua la juge, c'est une femme parfaitement capable qui aime sa maison. Et je vois une famille qui, franchement, semble plus intéressée par la valeur de cette maison que par le bien-être réel de cette femme. Thomas a baissé la tête. Céline est restée de marbre. Les rapports médicaux sont unanimes. Madame Madeleine est en excellente santé physique et mentale. Les témoignages confirment qu'elle est active, responsable et autonome. Ses finances sont gérées de manière exemplaire. La juge Morrison a enlevé ses lunettes, m'a regardé directement. Madame Madeleine, le tribunal détermine que vous êtes parfaitement compétente. La demande de mise sous tutelle est rejetée. Tous vos droits sur vos biens restent intégralement entre vos mains. J'ai gagné. J'ai gagné. Les larmes ont commencé à couler. Maître Dubois a serré ma main. Vous avez gagné, Madeleine. Vous êtes libre. La juge a continué. De plus, j'adresse un avertissement à Monsieur Thomas et Madame Céline. S'ils intentent à nouveau un tel procès, cela sera considéré comme du harcèlement. Et les frais de justice ne sont pas exemptés. Monsieur et Madame Thomas, vous paierez les honoraires d'avocat de Madame Madeleine. Total, 14 000 €. La bouche de Thomas est restée ouverte. Céline a bondi de sa chaise. « C'est injuste, nous voulions seulement... » « Madame, ne criez pas au tribunal. Ma décision est définitive. L'audience est levée. » Le marteau est tombé. C'était fini. Vraiment fini. En sortant du tribunal, Thomas m'a barré le chemin. « Maman, je suis désolée. Vraiment désolée. » Thomas, je l'ai regardé. Vraiment regardé. Tu es mon fils. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus te faire confiance.
Maman, s'il te plaît, encore une chance. Non, Thomas, tu as eu ta chance. Tu m'as traîné en justice. Tu as essayé de me faire déclarer folle. Tu as essayé de me voler ma maison. C'est terminé. Mais Léa et Lucas, tu ne veux pas les voir ? Voilà, l'arme finale, les petits-enfants. Thomas, j'aime beaucoup Léa et Lucas, mais tu as besoin d'eux, pas moi. Sois un bon père pour eux, moi, je vais vivre ma propre vie. Et je suis passée à côté de lui. Céline attendait dans le couloir. Elle s'est approchée, a parlé à voix basse. « Madeleine, vous avez gagné, félicitations. Mais un jour, quand vous serez vraiment vieille, quand vous serez malade, quand vous aurez besoin d'aide, vous nous appellerez, et nous ne serons pas là. » J'ai souri. « Céline, quand j'ai eu besoin d'aide, je vous ai appelé, et vous m'avez traîné en justice. Maintenant, je n'attends plus rien de vous. Pour moi, c'est une liberté. » Son visage a pâli. Elle n'a rien dit. Elle est juste restée là. En sortant du palais de justice, le soleil brillait, l'air printanier, les oiseaux chantaient. J'avais 68 ans et ma vie recommençait. Maître Dubois et moi avons célébré dans un café. Madeleine, vous avez remporté une grande victoire, à la fois légalement et moralement. Maître Dubois, c'est grâce à vous. Merci. Non, Madeleine, c'est grâce à votre courage. Beaucoup de gens dans cette situation abandonnent. Vous vous êtes battue. En rentrant chez moi, la première chose que j'ai faite a été de serrer la photo d'Henri dans mes bras. Nous l'avons fait, Henri. Nous avons gagné. Ton plan a marché. Ce soir-là, j'ai relu la lettre d'Henri. Bats-toi, gagne et sois libre. J'avais fait les 3. La semaine suivante, j'ai pris de grandes décisions. Première décision, rénover la maison. J'ai fait tous les travaux que j'avais reportés pendant des années. J'ai refait la cuisine, réparé la salle de bain, repeint les murs. J'ai fait toutes les choses qu'Henri et moi avions planifiées, mais que nous n'avions jamais pu faire. Deuxième décision, avoir un hobby. J'avais toujours voulu être peintre. Je pensais qu'à 70 ans, c'était trop tard pour devenir peintre. Mais maintenant, je savais. Il n'est jamais trop tard pour rien. Je me suis inscrite à un cours de peinture. Troisième décision, rencontrer de nouvelles personnes. J'ai rejoint un club de femmes, les Sirènes d'Argent, un groupe social pour femmes de plus de 60 ans. Nous nous réunissons chaque semaine, nous lisons des livres, nous planifions des voyages, nous célébrons la vie. Quatrième décision, engager un avocat. J'ai fait préparer mon testament par Maître Dubois. Un nouveau testament, clair, sans ambiguïté. Ma maison, mon argent, tout irait à des hôpitaux pour enfants, à des fondations de protection des personnes âgées. Je n'ai laissé 1 centime à Thomas. « Vous êtes sûr ?» a demandé Maître Dubois. « J'en suis sûre. Il ne m'a pas vue comme sa mère. Je choisis de ne pas lui laisser d'héritage. » 5e décision, parler avec Henri. Chaque soir, dans le jardin, je lui parle. Je lui raconte ma journée, je partage mes projets, et je sais que, d'une manière ou d'une autre, il m'entend. 3 mois plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Léa, ma petite fille, 16 ans, a sonné à ma porte, toute seule. « Grand-mère, je peux entrer ?» J'ai été surprise, mais ça m'a rendue heureuse, car elle m'avait manqué. Je l'ai prise dans mes bras. « Bien sûr, ma chérie, entre !» Nous sommes passés au salon. J'ai fait du café, j'ai donné des cookies. « Grand-mère, papa et maman m'ont tout raconté. Le procès, le tribunal, mais leurs mensonges. Ensuite, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé les archives du tribunal. J'ai appris la vérité. » Léa. « Non, grand-mère, écoute. Papa et maman ont mal agi. Ils ont essayé de t'utiliser. J'ai compris ça. Et je voulais m'excuser. En leur nom. Et en mon nom aussi, parce que je n'ai rien demandé. Je n'ai jamais appelé pour dire « Comment va, grand-mère ?» Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je t'aime, grand-mère. Pas pour l'argent, pas pour la maison. Juste, je veux passer du temps avec toi.
Si tu me le permets. Je l'ai à nouveau prise dans mes bras. Bien sûr que je te le permets, ma chérie. Tu seras toujours ma petite fille, ça ne changera jamais. Depuis ce jour, Léa a commencé à venir chaque semaine. Nous cuisinons ensemble, nous peignons ensemble, nous parlons. Elle me raconte sa vie scolaire. Je lui raconte mes histoires de vie. Thomas a appelé une fois. « Maman, Léa te voit apparemment. S'il te plaît, ne lui dis pas de mauvaises choses. » Thomas, je dis la vérité à ma petite fille. Toi, arrête de mentir et je me tairai. Il a raccroché. Il n'a plus jamais rappelé. Aujourd'hui, 1 an plus tard, j'ai 69 ans. Ma maison est toujours à moi. Mon argent est toujours à moi. Ma liberté est toujours à moi. J'ai ouvert une exposition de peinture. Une petite galerie, 15 tableaux. Le titre, Les commencements tardifs. 50 personnes sont venues au vernissage. Léa est venue aussi. Thomas et Céline ne sont pas venus. Mais ce n'était pas grave. Avec les Sirènes d'argent, nous allons faire un tour d'Europe le mois prochain. Paris, Rome, Barcelone. À 70 ans, mon premier voyage en Europe. C'était le rêve d'Henri. Maintenant, je réalise son rêve. Et chaque soir, avant de me coucher, je lis la lettre d'Henri. Bats-toi, gagne, sois libre. Je l'ai fait, Henri. J'ai fait les 3. Je m'appelle Madeleine Margaret. J'ai 69 ans. Et ma vie a recommencé à 68 ans. Si vous êtes dans une situation similaire, je ne peux vous dire qu'une chose. Battez-vous. Quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour la liberté. Ce n'est pas votre argent, pas votre maison. C'est votre liberté qui est votre bien le plus précieux. Et pour cette liberté, tout en vaut la peine. Quand l'avion a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, mon cœur battait la chamade d'excitation. À 69 ans, je traversais l'Atlantique pour la première fois. Pour la première fois, mon passeport allait recevoir un tampon européen. Pour la première fois, je réalisais le rêve d'Henri. Nous avons passé la douane avec les 8 femmes du groupe Silver Sirens. Nous avions toutes entre 60 et 75 ans. Chacune avait son histoire. Margaret avait enseigné pendant 40 ans et à la retraite, elle avait dit « Maintenant, c'est le moment de vivre pour moi ». Suzanne, après la mort de son mari, n'était pas sortie de chez elle pendant 5 ans. Puis un jour, elle avait décidé « Je veux voir le monde avant de mourir ». Dorothy avait élevé 3 enfants, leur avait tous payé l'université. Maintenant, elle disait « C'est mon tour ». Nous étions des femmes qui avaient consacré nos vies aux autres. Maintenant, nous les consacrions à nous-mêmes. Le bus nous a amenés à notre hôtel, dans le quartier du Marais, un petit hôtel charmant. Quand je suis montée dans ma chambre, ma première action a été d'ouvrir la fenêtre. Les rues de Paris, les cafés, les gens à vélo, tout ce que Henri m'avait raconté était là. Henri, ai-je murmuré, nous y sommes. Enfin, nous y sommes. Le premier jour, nous sommes allés à la Tour Eiffel, comme un groupe de touristes avec nos appareils photos, nos regards ébahis, mais je m'en fichais. J'avais 69 ans et je voyais la Tour Eiffel pour la première fois. J'avais le droit de jouer les touristes. Nous sommes montés dans la tour. Dans l'ascenseur, Margaret a serré ma main. « Tu as peur ?» ?»« Non. » Et je dis « Je suis excitée. » Quand nous sommes arrivés au 2e étage, la ville de Paris s'étendait sous nos pieds. La Seine, Notre-Dame, le Louvre, tout était réel. C'était un rêve, mais c'était réel. Suzanne a pris une photo. « Madeleine, souris !» J'ai souri. Mais pas seulement pour la photo, parce que j'étais vraiment heureuse. Ce soir-là, nous avons dîné dans un petit restaurant français. Le serveur a été surpris de voir notre groupe de femmes âgées. « Vous êtes très courageuses, mesdames » a-t-il dit. Courage, oui, c'était du courage. À 69 ans, traverser l'océan, être dans une ville étrangère, ne pas comprendre ce qui était écrit sur le menu, mais commander quand même, tout ça, c'était du courage. Le 2e jour, nous sommes allés au Louvre. Nous avons marché pendant des heures. Mes pieds me faisaient mal, mais ce n'était pas grave. J'ai vu la Joconde. Elle était petite, plus petite que je ne l'avais imaginé, mais ses yeux, ils vous suivaient vraiment. Quand nous nous sommes assises dans les jardins du musée, Dorothy a dit « Vous savez, mon fils m'avait dit « Maman, tu as 73 ans, tu ne peux pas marcher autant. » Mais regardez, j'ai marché, et je suis fatiguée, mais je suis heureuse. Nous avions toutes vécu la même chose. Nos enfants avaient dit « Tu es trop vieille, tu vas trop te fatiguer, c'est trop risqué. » Mais nous étions là, et ils avaient eu tort. Le 3e jour, nous sommes montés à Montmartre.
sur la place du Tertre, mon ami peintre Pierre m'a reconnu. Oui, nous nous étions rencontrés sur Instagram 1 mois auparavant. À 69 ans, j'avais appris à utiliser Instagram. Et maintenant, à Paris, je parlais avec un vrai peintre français. « Madeleine, vous êtes venue ?»« Oui, Pierre, je suis ici. » Pierre m'a invité dans son atelier. Un endroit petit, désordonné, qui sentait la peinture. Des tableaux inachevés au mur, des pinceaux par terre, un vrai atelier d'artiste. « J'ai vu vos tableaux, » a dit Pierre, « sur Instagram. Très bon, très émotionnel. » « Merci, je ne suis qu'au niveau débutant. » « Non, vous avez commencé tard, mais commencer tard, c'est commencer avec de l'expérience. Dans vos tableaux, il y a de la vie. Les jeunes peintres n'ont pas ça dans leurs tableaux. » Ce jour-là, j'ai beaucoup appris de Pierre. Les couleurs, la lumière, la perspective, mais surtout j'ai appris ceci. L'âge n'est qu'un chiffre, le talent, lui, est dans l'âme. Le 4e jour, nous étions en balade en bateau sur la Seine. Alors que le soleil se couchait, les lumières de Paris commençaient à s'allumer. Margaret s'est assise à côté de moi. « Madeleine, je vais te poser une question. Tu regrettes d'avoir traîné Thomas en justice ?» J'ai réfléchi, longuement réfléchi. « Non, Margaret, je ne regrette pas, parce que si je n'avais pas gagné ce procès, je ne serais pas ici maintenant, à Paris, sur la Seine, libre. Thomas m'aurait enfermée dans une institution, et je n'aurais jamais pu voir ce paysage. » « Mais c'est quand même ton fils. » « Oui, et je l'aime toujours, mais je ne dépends plus de lui. C'est une très grande différence. » Margaret a hoché la tête. « Mon fils a fait des choses similaires. Il voulait contrôler ma pension de retraite. Il a dit « Maman, tu ne comprends pas. » Et j'ai dit « Non, mon fils, c'est toi qui ne comprends pas. » Et maintenant, je suis ici. Ce soir-là, quand je suis rentrée à l'hôtel, Léa m'avait envoyé un message. « Grand-mère, comment va Paris? Les photos sont magnifiques. Tu m'as tellement manqué. J'ai une surprise pour toi quand tu rentreras. » D'après vous, c'était quoi? J'attends vos réponses dans les commentaires. J'ai souri. Léa était mon espoir, la nouvelle génération. J'avais peut-être perdu Thomas, mais j'avais gagné Léa. Le 5e jour, quelque chose s'est produit que je n'attendais pas du tout. Alors que je buvais un café au café de Flore, un couple était assis à la table à côté de moi. La femme criait sur son mari. En français, je ne comprenais pas, mais dans le ton, dans les gestes, il y avait quelque chose de familier. Le serveur est venu vers moi, a parlé en anglais. « Excusez-moi, madame, s'il vous dérange, vous pouvez changer de table. »« Non, pas de problème. Mais que dit la femme ?» Le serveur a souri. Elle dit à son mari « Tu ne m'écoutes jamais. Ça fait 40 ans qu'on est mariés, 40 ans que je n'existe pas pour toi. » Une dispute conjugale classique. 40 ans. Henri et moi aussi étions mariés depuis 40 ans. Mais nous ne nous étions jamais disputés comme ça. Parce qu'Henri m'écoutait. Il m'écoutait toujours. « Qu'est-ce que Madeleine dit ?» disait-il. « Qu'est-ce que Madeleine pense ?» C'était toujours la première question. Thomas, lui, disait « Maman, tu ne comprends pas. » Mais je comprenais, j'ai toujours compris. Seulement ce que je comprenais, eux ne voulaient pas le comprendre. Le 6e jour, nous sommes allés au château de Versailles. Majestueux, immense, incroyable. Dans la galerie des glaces, j'ai vu mon reflet. Une femme de 69 ans. Il y a des rides, des cheveux blancs. Mais dans mes yeux, il y a un éclat, l'éclat de la liberté. « Henri !» ai-je murmuré. « Tu me vois ? Je suis à Versailles. J'ai réalisé ton rêve. » Le 7e jour, notre dernier jour, nous sommes allés dans une petite église, la Sainte-Chapelle. L'intérieur était couvert de vitraux. Quand la lumière du soleil frappait les verres colorés, l'église se transformait en arc-en-ciel. Là, soudainement, j'ai commencé à pleurer. Silencieusement. Les larmes coulaient sur mes joues. Suzanne est venue vers moi. « Madeleine, qu'est-ce qui se passe? Ça va ?»« Ça va, Suzanne. C'est juste. Je suis heureuse. Tellement heureuse. Et Henri me manque. J'aurais aimé être ici avec lui. » Suzanne a pris ma main. « Il est ici, Madeleine, avec toi, à chaque pas. » Elle avait raison. Henri était là parce que j'étais là, et j'étais son rêve. Le 8e jour, le jour où nous partions pour Rome, à l'aéroport, Margaret a dit quelque chose. « Madeleine, Paris t'a changé. Quand tu es arrivée, tu avais l'air fatiguée. Maintenant, tu rayonnes. »
Parce que Margaret, pour la première fois depuis des années, je vis seulement pour moi. Je ne rends de compte à personne. Je ne demande la permission de personne. Je vis. C'est ça la liberté, a dit Margaret. Et la trouver à 69 ans, c'est mieux que de ne jamais la trouver. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé Paris une dernière fois. La tour Eiffel rapetissait, mais les souvenirs grandissaient. J'ai sorti la photo d'Henri de mon sac. Première étape accomplie, mon amour. Maintenant, nous allons à Rome, ta ville préférée. Tu es prêt ? Bien sûr qu'il était prêt, parce que Henri vivait maintenant dans mon cœur. Et le cœur va partout. Mon mari pensait tellement à moi. Et votre mari, comment était-il ? Avait-il de telles pensées ? Quand nous avons atterri à l'aéroport de Rome, la chaleur était très différente de Paris. C'était le mois de mai, mais il faisait presque comme en été. Le soleil était au zénith, le ciel bleu azur. « Benvenuti a Rome !» Le chauffeur de taxi nous a accueillis en souriant. « Bienvenue à Rome !» Notre hôtel était dans le quartier du Trastevere. Rue étroite, immeuble couvert de lierre, petite trattoria. Très différent de Paris. Paris était élégante et froide. Rome, elle, était chaude et bruyante, vivante. Le premier soir, nous avons dîné dans un restaurant près de l'hôtel. Le serveur s'est enthousiasmé en voyant notre groupe de femmes âgées. « Ah, belle signore ! Belle dame, je vais vous donner la meilleure table. Une table pour 8 personnes en plein air dans le jardin. » Il nous a installés dans le jardin sous une treille. Il a allumé des bougies, apporté du vin. « C'est offert, a-t-il dit. »« Pourquoi tu nous offres du vin gratuit ?» a demandé Dorothy. « Parce que vous êtes des femmes âgées, mais dans vos yeux il y a une lumière jeune. C'est très beau. Rome aime ce genre de personnes. » Ce soir-là, en buvant du vin italien, sous les étoiles, j'ai raconté. Thomas, le tribunal, notre victoire. Les femmes ont écouté. Y avait-il une autre femme qui avait vécu ce sentiment ? Je me demande. Et maintenant me voilà, à 69 ans, à Rome, libre. Margaret a levé son verre. À Madeleine, le symbole du courage. Tout le monde a levé son verre à Madeleine. Le deuxième jour, nous sommes allés au Colisée, immense, imposant, au cœur de l'histoire. Une structure vieille de 2000 ans. Nous n'étions que des humains de 70 ans. Mais nous étions là. Le guide a expliqué. Les gladiateurs se battaient ici. Parfois, c'était une question de vie ou de mort, mais parfois, ils se battaient juste pour la liberté. La liberté. Tout était question de liberté. Il y a 2000 ans comme aujourd'hui. Moi aussi, je me suis battue pour la liberté, et je dis au guide, au tribunal, contre mon fif. Le guide s'est arrêté, m'a regardé. Et vous avez gagné ? Oui, j'ai gagné. Alors, vous aussi, vous êtes une gladiatrice, signora, une guerrière. À cet instant, dans le Colisée, je me suis sentie forte, comme une gladiatrice. Oui, j'avais 69 ans, mais j'étais une guerrière. Le troisième jour, nous sommes allés au Vatican. Dans la chapelle Sixtine, en regardant le plafond de Michel-Ange, Suzanne a murmuré. Michel-Ange a terminé ça quand il avait 60 ans. Il était vieux, mais il a créé son chef-d'œuvre. Donc l'âge ne tue pas la créativité ? Et je dis, non Madeleine, l'âge engendre parfois la créativité, parce que maintenant nous n'avons plus rien à perdre. Elle avait raison, je n'avais plus rien à perdre, j'avais déjà perdu Thomas. Mais je m'étais trouvée moi-même. Le 4e jour, quelque chose s'est produit. Nous étions à la fontaine de Trévis, pleine de touristes. Tout le monde jetait des pièces, faisait des vœux. « Fais un vœu, Madeleine !» a dit Margaret. J'ai pris une pièce dans ma main, j'ai fermé les yeux. « Henri, si tu es là, donne-moi un signe. J'ai besoin de savoir que je suis sur le bon chemin. » J'ai jeté la pièce, j'ai ouvert les yeux, et à cet instant, mon téléphone a sonné. C'était Léa. « Grand-mère, devine ce qui s'est passé !»« Quoi, ma chérie ? » ?»« J'ai gagné le concours de l'école, le concours de dessin. Et tu sais quel est mon prix ? Un voyage à Paris ! L'été prochain, je vais aller à Paris avec mon école.
Mon cœur s'est arrêté. J'avais demandé un signe à Henri, et il était là. C'est merveilleux, Léa. Alors c'est moi qui te montrerai Paris. Je connais maintenant tous les recoins. Vraiment, grand-mère ? Ce serait encore mieux si je venais avec toi. Bien sûr, ma chérie, nous irons ensemble. Quand j'ai raccroché, Margaret m'a regardée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu pleures ? Henri m'a envoyé un signe, Margaret. J'ai fait un vœu et il a répondu. Je vais aller à Paris avec Léa, avec ma petite fille. Voilà le sens de la liberté, Madeleine. Tu es libre, donc Léa pourra aussi être libre. Ce soir-là, à l'hôtel, j'ai relu la lettre d'Henri. Bats-toi, gagne, sois libre. Mais maintenant, j'ajoutais quelque chose. Et partage la liberté. Le 5e jour, nous quittions Rome. Nous allions à Barcelone. Dernière étape. À l'aéroport, Dorothy a dit « Barcelone, la ville de Gaudí, la ville de l'art. Madeleine, ta ville. » Elle avait raison. En tant que peintre, je voulais voir Gaudí. La Sagrada Familia, le parc Güell. Quand l'avion a atterri à Barcelone, j'ai vu la mer, la Méditerranée, turquoise, brillante, infinie. Henri, nous sommes arrivés à la mer, ton endroit préféré. Tu te souviens ? Tu disais « Un jour, nous vivrons au bord de la mer. » Maintenant, j'y suis. Enfin, j'y suis. Barcelone était très différente de Paris et Rome. Plus jeune, plus colorée, plus libre. Musiciens de rue, artistes, danseurs. La vie ici coulait comme un festival. Le premier jour, nous sommes allés à la Sagrada Familia, le chef-d'œuvre inachevé de Gaudí, en construction depuis 100 ans, toujours pas terminé. Gaudí savait qu'il ne pourrait pas la terminer, mais il a quand même commencé, parce que commencer était plus important que terminer. Commencer. Moi aussi, j'avais commencé la peinture à 68 ans. Je ne savais pas si je pourrais terminer, mais j'avais commencé. Le 2e jour, au parc Güell, nous nous sommes assises sur les bancs couverts de mosaïques, en regardant la mer. Margaret a dit « Madeleine, tu penses que dans 10 ans nous serons encore là ?» Je ne sais pas, Margaret. Peut-être pas dans 10 ans, mais aujourd'hui, nous sommes là, et c'est suffisant. Tes enfants te parlent-ils ? Non, Thomas n'a pas appelé, Céline non plus. Mais Léa m'envoie des messages tous les jours. Et tu sais, Margaret, ça me suffit. Parce que Léa m'aime vraiment, pas pour l'argent, pas pour la maison, juste parce que je suis moi. Voilà la vraie famille, Madeleine, pas par le sang, mais par l'amour. Ce soir-là, sur la plage de Barcelone, au coucher du soleil, nous avons mis nos pieds dans l'eau. Des femmes de 70 ans, comme des enfants. Suzanne. Si mon mari me voyait, il dirait « Suzanne, tu as 71 ans, si tu mets tes pieds dans l'eau, tu vas tomber malade. » Mais je ne suis pas tombée malade, je suis juste devenue heureuse. Dorothy a ajouté « Mon fils avait dit « Maman, voyager c'est risqué, tu peux tomber. » Je ne suis pas tombée, je me suis juste relevée. Margaret a dit le dernier mot. Ma fille avait dit « Maman, tu n'auras pas assez d'argent. » J'en ai eu assez, parce que la priorité était la vie, pas l'argent. Et moi, j'ai parlé à Henri. Henri, tu as vu, nous sommes venus à la mer. Nous avons vu Paris, nous avons vu Rome, nous avons vu Barcelone. J'ai réalisé tes rêves. Mais pas seulement tes rêves, mes propres rêves aussi. Le 3e jour, Léa m'a envoyé un message. « Grand-mère, je dois te dire quelque chose. Papa, c'est-à-dire ton fils Thomas, m'a appelé. Il a dit « Léa, ne va pas voir ta grand-mère. » Il a dit « Elle t'utilise. » Mais je sais, grand-mère, tu ne m'utilises pas. Tu m'aimes. Et je t'aime aussi.
Papa a tort, et je lui ai dit. Mes larmes ont coulé. Léa s'était opposée à Thomas pour moi, à 16 ans. Et j'étais fière d'elle. J'ai immédiatement répondu. Ma chère Léa, tu es une fille très courageuse. Tu aimes ton père, je le sais, mais tu connais aussi ce qui est juste. Et c'est très précieux. Je t'aime tellement. Nous nous retrouverons à Paris, promis. Le 4e jour, notre dernier jour, j'ai participé à un atelier de peinture à Barcelone. Une artiste locale, Maria, m'a appris à faire des mosaïques dans le style de Gaudí. Madeleine, quel âge avez-vous ? A demandé Maria. 69. Et quand avez-vous commencé la peinture ? Il y a 1 an, à 68 ans. Maria a souri. Vous savez, Gaudí est mort à 73 ans, et il a travaillé jusqu'à son dernier jour. Donc, vous avez encore 4 ans ? J'ai ri. Je prévois de vivre plus longtemps, Maria. Alors vous avez plus de chances de faire plus de peinture ? Ce jour-là, j'ai fait une petite mosaïque, le visage d'Henri, morceau par morceau, avec des verres colorés. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Voici Henri, dit à Maria. Mon mari, c'est lui qui m'a amenée ici. Comment ça ? Il n'est pas mort ? Si, mais son esprit est avec moi, à chaque pas. Maria a touché la mosaïque. C'est très beau, Madeleine. Henri était chanceux de vous avoir trouvé. Non, Maria, c'est moi qui étais chanceuse de l'avoir trouvé. Le 5e jour, jour du retour. À l'aéroport, les femmes de Silver Siren se sont dit au revoir. Ce n'est qu'un début, a dit Margaret. L'année prochaine, nous irons au Japon. Ou en Nouvelle-Zélande, a dit Suzanne. Ou en Islande, a dit Dorothy. Ou, ai-je dit, partout. Tout le monde a ri. Et nous nous sommes embrassés. 8 femmes, 8 histoires, 8 victoires. Quand l'avion a décollé, Barcelone rapetissait. Mais moi, je grandissais, à l'intérieur, dans l'âme. Quand je suis rentrée chez moi, il y avait une surprise à ma porte. Henri. Grand-mère, elle a couru et m'a serrée dans les bras. Léa, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue t'accueillir et je veux te montrer quelque chose. Elle avait un classeur dans la main. Elle l'a ouvert, à l'intérieur, des peintures. Mes peintures. Elle les avait imprimées depuis Instagram. Grand-mère, j'ai fait un projet à l'école sur le thème « Femmes inspirantes » et je t'ai choisi toi. J'ai raconté ton histoire, comment tu t'es battue contre ton fils, comment tu as gagné le procès, comment tu as commencé la peinture à 68 ans et comment tu es allée en Europe. Et qu'est-ce que le professeur a dit ? Il m'a donné A+, et il a dit « Léa, je veux rencontrer ta grand-mère. Dis-lui de venir dans notre classe, qu'elle raconte son histoire. » Mon cœur s'est rempli. Léa m'invitait à l'école pour parler aux élèves. « Bien sûr que je viendrai, ma chérie. »« Quand ? » ?»« Mercredi prochain. »« Tu es prête ? » ?»« Je suis prête, Léa. Je suis toujours prête. » Mercredi, je suis allée au lycée. 30 élèves, tous entre 15 et 17 ans. Bonjour, je suis Madeleine Dubois. J'ai 69 ans. Et je vais vous raconter une histoire. J'ai parlé pendant 45 minutes. Thomas, le tribunal, ma victoire, Paris, Rome, Barcelone. Et maintenant, ai-je dit, je prends vos questions. Une fille a demandé « Madame Dubois, vous n'avez pas eu peur de perdre votre fils ?» J'ai eu peur, mais j'avais plus peur de perdre ma liberté. Un garçon a demandé « Vous regrettez ? Vous ne parlez pas avec Thomas ?» Je ne regrette pas, et non, nous ne parlons pas. Peut-être un jour nous parlerons, peut-être jamais, mais je suis libre, et ça me suffit. Une autre fille a demandé « Commencer la peinture à 68 ans, c'est pas trop tard ?» J'ai souri « Non, ma chérie, il n'est jamais trop tard pour rien. Si tu veux commencer, commence. Ce qui compte, ce n'est pas ton âge, c'est ce que ton cœur veut. » Quand le cours s'est terminé, les élèves m'ont entourée. Questions, câlins, remerciements. « Vous êtes inspirante, Madame Dubois. Quand je serai grande, je veux être comme vous. Je peux partager votre histoire sur les réseaux sociaux ? » Bien sûr, et je dis « Partagez. Peut-être que quelqu'un d'autre prendra courage. » Ce soir-là, à la maison, j'ai regardé la photo d'Henri. Henri, aujourd'hui, je suis allée à l'école. J'ai parlé aux jeunes. J'ai raconté notre histoire. Et tu sais ce qu'ils ont dit ? Vous êtes inspirante. Moi, à 69 ans, inspirante. Le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Allô ? Maman ? C'était Thomas, pour la première fois depuis des mois. Thomas ? Silence. Un long, lourd silence. Maman ? Léa m'a raconté que tu es allée à l'école, que tu as parlé. Et je suis désolée, maman. Vraiment désolée. Thomas ? Non, maman, écoute, s'il te plaît.
J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai essayé de t'utiliser. Je t'ai traîné en justice. J'ai essayé de te faire passer pour folle. J'ai tout fait pour l'argent. Et maintenant, je vois la déception dans les yeux de Léa. Elle me regarde et dit « Papa, tu es une mauvaise personne. » Et elle a raison. Je suis une mauvaise personne. Non, Thomas, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu as juste pris de mauvaises décisions. Maman, tu peux me pardonner ? J'ai pris une profonde respiration. Thomas, je te pardonne, parce que tu es mon fils, et une mère pardonne à son fils. Mais je n'oublie pas, et je ne fais pas confiance. La confiance se regagne. Comment je la regagne, maman ? Dis-moi, je le ferai. Sois un bon père pour Léa. Accorde-lui de la valeur. Écoute-la, et ne fais plus jamais de mal à tes proches en pensant à l'argent, à la maison ou à l'avenir. Je te le promets, maman. Je te le promets. Alors Thomas, peut-être qu'un jour nous pourrons à nouveau être mère et fils, mais pas maintenant. Maintenant, toi, affronte tes propres erreurs, et moi, laisse-moi vivre ma propre vie. Maman, je t'aime aussi Thomas. Je t'aimerai toujours. J'ai raccroché, j'ai pleuré, mais cette fois, de bonheur. Maintenant, au lieu de m'inquiéter, je remplis ma vie de moments heureux. Vivre ce sentiment face à face pour la première fois a été la cause de mes larmes. Aujourd'hui, 1 an plus tard, j'ai 70 ans. Je suis allée à Paris avec Léa. Ensemble, nous sommes montés à la Tour Eiffel. Nous avons dessiné au Louvre. Nous avons pris un bateau sur la Seine. Grand-mère, tu es mon héroïne. Non, ma chérie, c'est toi mon héroïne. Parce que toi, tu as choisi ce qui est juste à un jeune âge. Mon exposition de peinture grandit. J'ai maintenant 40 tableaux. Je vais ouvrir ma 2e exposition. Avec Silver Sirens, nous irons au Japon l'année prochaine. Un autre rêve d'Henri. Je parle avec Thomas 1 fois par mois. Encore distant, mais c'est un début. Pas de nouvelles de Céline, mais ce n'est pas grave. Et chaque soir avant de dormir, je lis la lettre d'Henri. Bats-toi, gagne, sois libre. Je l'ai fait, Henri. J'ai fait les 3. Je m'appelle Madienne Dubois. J'ai 70 ans. Et ma vie a recommencé à 68 ans. Si vous aussi vous êtes dans une situation similaire, je ne peux vous dire qu'une chose. N'abandonnez pas. Battez-vous, parce que la liberté est possible à tout âge. Ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre maison, c'est votre liberté qui est votre bien le plus précieux. C'était un début. Chaque femme doit se battre contre la vie. Envoyez cette histoire aux amis que vous voulez qu'ils l'entendent et j'aimerais voir vos pensées dans les commentaires.